Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Tai Wen-hsien. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui est la suite de celui de la semaine dernière, c'est-à-dire la présentation de Tai Wen-hsien et de son sujet d'étude surtout qui sont les autochtones et surtout la musique des autochtones et comment est-ce qu'elle évolue avec le temps. La musique autochtone au départ est très liée à la vie quotidienne. Il n'y a pas de mots dans leur langue pour désigner la musique. La musique est une partie de la vie. Le chant équivaut à la parole. J'ai enregistré beaucoup d'occasions où les gens chantent dans la rue pour communiquer. J'ai enregistré des amis qui discutent et se mettent à improviser des paroles pour dire ce qu'ils ont à dire. Et qu'ils mettent sur leur mélodie, et ils se répondent. Ce genre de musique du quotidien est très lié à la culture. Il est difficile de définir quels sons sont de la musique ou non. Au début de ces recherches, il faut habiter dans le village quelque temps pour avoir l'occasion d'enregistrer ça et de commencer à distinguer les rythmes, leurs emplois, comment c'est transmis, etc. Comme beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne des autochtones, c'est pendant l'époque de l'occupation japonaise, c'est-à-dire entre 1895 et 1945, que beaucoup d'éléments ont été complètement bouleversés. Ensuite, depuis l'occupation japonaise, la musique est devenue un objet de représentation parce qu'ils trouvaient ces chants très particuliers. Les chants que l'on entendait dans la vie quotidienne ou lors des fêtes traditionnelles en lien avec la nature sont passés à être chantés sur scène pour un public. Il y a donc eu besoin d'effets scéniques et c'est comme ça que petit à petit se sont formés les groupes professionnels. Ce genre de groupes de musique se sont constitués depuis l'époque japonaise. Au départ, les compagnies de musique et de danse autochtones ont été promues de manière systématique avec l'établissement de villages de culture autochtone et ces villages recevaient pas mal de subventions pour organiser des activités à destination des touristes. C'est à ce moment-là que les autochtones ont utilisé leur talent pour gagner leur vie et que beaucoup de groupes ont commencé à être créés. Au début, ces groupes n'avaient des représentations que dans des lieux publics et avec le temps, des gens ont commencé à se dire qu'ils pouvaient eux aussi se rendre en ville et gagner leur vie en tant que musiciens, comme les autres. J'ai un article qui est disponible en ligne sur le premier groupe professionnel de musique et de danse autochtone, Yuan-Wu-Je, la Fondation pour la culture et les arts de la danse autochtone de Formose, qui est centrée sur l'ethnie Amis. Ils ont commencé à avoir des représentations dans différents lieux, à l'étranger, dans des salles de concert nationales. Ils ont organisé eux-mêmes des représentations et comme des musiciens indépendants, ils louent une salle et font leur promotion eux-mêmes. Alors qu'avant, ce n'était que dans des aires culturelles autochtones. Ils n'étaient pas responsables de faire venir le public, de toute la communication. Ce changement a eu lieu environ en 1990, il y a une trentaine d'années. C'est relativement récent. Aujourd'hui, il existe une centaine de groupes de ce style qui sont partiellement subventionnés par le gouvernement. Et le premier groupe, la première grande compagnie, donc Yuan-Wu-Je, dont vous avez déjà entendu 2 extraits, c'est ensuite divisé en 3 à cause de différences d'opinion entre les membres du groupe, avec une partie au nord, une au centre et une au sud de Taïwan, lorsqu'il y a eu des conflits entre les membres du groupe. Et c'est l'ethnologue et documentaliste Hu Taili qui a aidé une partie des membres, ceux qui étaient au nord, à Taipei. Et d'autres sont allés à Taidong fonder la compagnie artistique et culturelle. Voilà, donc ce sont ces 2 groupes-là qui sont aujourd'hui les plus anciens et qui ont continué depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Et dont l'orientation est restée relativement la même, c'est-à-dire ils ont essayé de respecter autant que possible les traditions autochtones tout en y ajoutant des effets de mise en scène. Ils ont eu beaucoup d'influence sur les autres autochtones qui ont ensuite monté des groupes de musique et de danse.
Mais par exemple, un autre groupe que je connais a transformé le spectacle en une forme de théâtre, presque d'opéra, avec des chants, des danses et un scénario. C'est vraiment super. Maintenant, il y a ce genre de compagnie. Les compagnies plus modernes ne restent pas toujours aussi proches des traditions que ces deux premières, donc. D'autre part, les autochtones qui fondent ces compagnies coopèrent souvent avec des personnes extérieures, soit d'ethnies différentes, soit d'ethnie chinoise Han, ou bien encore avec des autochtones qui étaient partis vivre en ville depuis longtemps, qui avaient peut-être caché leur identité autochtone pendant certaines années quand c'était plus difficile, et qui ont réapparu plus récemment, donc, en tant qu'autochtones. Et ces compagnies artistiques ont aussi attiré ce genre de personnes et les ont intégrées. Comme les compagnies artistiques ont pour la plupart été créées il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, elles sont majoritairement composées de jeunes. Elles ont réussi à intégrer des professionnels qui viennent du milieu musical et artistique pour les aider. Bien sûr, certains ne sont pas des autochtones, mais leur matériel propre est largement suffisant. En ajoutant quelques éléments comme des instruments à cordes, du violon ou du violoncelle, cela crée une nouvelle sous-culture. On ne peut pas dire que ce soit de la musique traditionnelle autochtone pure, et en même temps, beaucoup d'éléments sont conservés dans ces performances, et donc ça devient quelque chose qu'on pourrait qualifier de représentation de musique autochtone moderne. À Taïwan, il y a le Gezaishi, l'opéra taïwanais, et eux proposent comme une version autochtone du Gezaishi. Le Gezaishi s'est progressivement développé, en particulier sur son aspect artistique et les effets de mise en scène, de lumière et au niveau musical. Ils ont également coopéré avec des groupes occidentaux. Les troupes autochtones ont incorporé une théâtralité, des parties parlées, toujours avec la danse et une histoire racontée. Avec l'arrivée des instruments occidentaux, leur évolution est aussi plus proche de celle du Gezaishi. Plus récemment, il y a aussi eu des représentations de Gezaishi au Théâtre national de Taïwan. Pour les troupes autochtones, en tout cas en ce qui concerne les plus artistiques, je pense qu'elles visent aussi d'arriver au niveau de la salle de concert nationale. C'est donc une nouvelle forme d'évolution, mais aussi une nouvelle forme de reconnaissance et d'appréciation des musiques autochtones. Et voici ce que Dai Wenxian me répond lorsque je l'interroge sur leur futur. Je pense que le développement scénique de la musique autochtone a un bel avenir. Je me souviens que dans la musique occidentale, un compositeur célèbre a fait connaître la musique traditionnelle de son pays dans le monde entier, Béla Bartók. Il intègre des éléments folkloriques dans ses opéras, dans ses compositions orchestrales et rend ainsi les mélodies et les rythmes populaires hongrois célèbres dans le monde entier. Je pense que cela a une grande valeur artistique et historique et je ne suis pas opposée à cette manière de préserver une culture. Au contraire, cela lui donne même plus de reconnaissance, une plus grande portée. Ces sons sont propres à Taïwan. Les lier à l'art est quelque chose de très positif. Si le développement de ces groupes musicaux a probablement un bel avenir devant lui, la manière dont ils se développent pose parfois problème, puisque Dai Wenxian m'explique que pour récolter du matériel et des musiques, eh bien parfois les gens vont dans différentes ethnies, dans différents villages, et s'approprient les musiques des autres groupes ethniques, puisque je rappelle qu'il y a 16 groupes autochtones reconnus. Et après, dans chaque groupe, dans chaque ethnie, il y a encore des variantes selon les régions, selon les villages. Donc c'est un écosystème qui est très varié, très riche. Et en même temps, chacun essaye un peu de se protéger aussi et n'est pas toujours content que les autres groupes viennent se servir dans leur propre répertoire musical. Je trouve qu'il faut réfléchir un peu plus à la gestion du système de création musicale parce que si tout le monde va piocher dans les villages autochtones, il me semble que c'est problématique. Maintenant, tout le monde se met à dire « ça m'appartient, ces chants sont à moi, vous ne pouvez pas les chanter dans les autres villages ». Ça devient difficile aussi de faire des recherches.
En réaction à cette appropriation par les compagnies musicales, certains villages protègent de plus en plus leurs chants, leur musique. Et elle explique qu'elle était allée dans un village Sao en octobre où il y avait une grande cérémonie donc, qui est organisée une fois tous les 4 ans. Et lorsqu'elle était allée là-bas il y a 8 ans, c'était la première fois qu'elle assistait à une cérémonie aussi importante où elle avait pu récolter énormément de matériel sonore et qu'elle continue à exploiter jusqu'à maintenant encore dans ses cours. Énormément de monde y va, des touristes, des chercheurs, mais cette année, il n'y avait aucun enregistrement sonore permis. On voit à quel point ils se protègent. J'ai 2 groupes d'élèves qui y sont allés et dès qu'ils sortaient un portable du sac, les gens à côté leur disaient de les ranger. C'était vraiment très strict. Ils voulaient s'assurer que leur musique ne soit pas diffusée à l'extérieur. Mais cette ethnie ne compte plus que quelques centaines de personnes. Si leur musique n'est pas préservée, c'est vraiment un choix délicat. Les autochtones espèrent mettre en valeur leur culture et en même temps, ils ne veulent pas que leurs cérémonies soient traitées de façon inconsidérée. C'est un équilibre difficile à trouver. Lorsque nous étions allés avec Lisa à la cérémonie du Malievok dans le village de Tuban, il y avait aussi eu des discussions entre ce qui peut être filmé et ce qui ne peut pas être filmé, à quelle distance, pour trouver un équilibre entre respect des cérémonies religieuses en fait et transmission de la culture. Et dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, mais juste que c'est important que cette discussion ait lieu et qu'une décision soit prise avec le plus grand consensus possible au sein de chaque village. Voilà pour aujourd'hui. Une partie de l'entretien avec Dai Wenxian n'a pas pu être traitée encore sur le rôle de l'Église dans la préservation des cultures autochtones, donc nous y reviendrons une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie d'une autre musique aussi par le groupe Yuan Wuzhe, une musique Paiwan enregistrée comme toutes les autres par Dai Wenxian. La
Me